J'ai le plaisir d'ouvrir cette séance de la Commission des finances qui, pour l'essentiel, est une séance publique consacrée à une audition plurielle sur un phénomène nouveau, c'est-à-dire celui des monnaies virtuelles. Et viennent à notre rencontre à ce sujet les membres d'un panel tout à fait diversifié et intéressant. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois d'abord, mes chers collègues, vous faire approuver deux désignations de rapporteurs. Nous devons désigner un rapporteur pour la proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey visant à renforcer la protection des épargnants titulaires ou bénéficiaires de contrats d'assurance vie et d'avoirs bancaires. Le rapporteur général François Marc, si j'ai bien compris, accepterait cette charge supplémentaire, il nous le confirme. Vous n'êtes pas hostile à ce qu'il soit désigné? Alors, aucune main ne se lève, aucune voix ne se fait entendre, donc il est désigné. Ensuite, il y a lieu de désigner un rapporteur pour un rapport thématique qui sera conjoint avec la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois et qui portera sur les dispositions législatives relatives au pouvoir de sanction des régulateurs financiers, notamment issus de la loi du 22 octobre 2010, dite de régulation bancaire et financière. Je pense que Madame Damarzit, ici présente, ça lui dit quelque chose de ses activités coupables de la période précédente. Et donc, pour ce rapport, conjoint avec la commission que préside M. David Assouline, mais enfin, le travail va être fait par notre secrétariat, et il vous est proposé que le président de la commission, moi-même, puisse être désigné. Bon, s'agissant de dispositions que d'ailleurs, Monsieur le rapporteur général, quand j'étais dans vos fonctions, j'avais rapporté, voire initié, et donc aller voir ce que ça devient ne me déplaît pas. Voilà. Donc, y a-t-il des objections à cette désignation? Pas d'observation particulière. Il en est ainsi décidé. Alors, nous passons donc au vif de notre matinée. Et certains ont pu être surpris que nous décidions de faire cette audition ce matin. Il n'y a pas lieu d'être surpris. La Commission des finances du Sénat, depuis 2008-2009, s'efforce d'approfondir les changements, souvent changements structurels de très grande portée, liés à l'irruption de l'économie numérique dans la vie économique et financière. Nous avons pris ce sujet par différents angles, notamment par l'angle fiscal, et nous avons été, je crois pouvoir le rappeler, la première instance parlementaire à missionner un cabinet indépendant pour mieux comprendre les enjeux en matière de fiscalité des entreprises multinationales du numérique. Mais naturellement, la fiscalité n'est pas tout, même si la fiscalité est bien précieuse pour payer les charges de l'État, et qu'il faut veiller à son équité et à l'évolution des assiettes en fonction de la réalité économique et technologique. La fiscalité n'est pas tout. Les considérations relatives à la politique monétaire, à la protection des opérateurs et des épargnants, à la sécurité du système financier, sont également parmi d'autres des préoccupations qui peuvent être bousculées par l'évolution spontanée des technologies et des pratiques.
Donc, mes chers collègues, nous pensons être dans notre rôle lorsque nous nous efforçons d'approfondir le sillon. C'est ce que nous avons fait, par exemple, avec deux de nos collègues ici présents, Albéric de Montgolfier et Philippe Dallier, qui nous ont présenté il y a quelques semaines un rapport très concret, nourri de leur contrôle sur pièce et sur place, sur le rôle des douanes dans la lutte contre la fraude sur Internet. Nous avons pu observer qu'en la matière, ce n'est pas une petite faille, c'est un énorme fossé qui est en train de se créer et que tout ceci appelle des réponses à la fois organisationnelles, administratives, juridiques, normatives au plan national, mais aussi, bien entendu, au plan communautaire, puisque toutes ces problématiques liées à l'essor de l'économie numérique, naturellement, ont pour caractéristique de ne pas pouvoir être enfermées dans l'Hexagone, mais de devoir être traitées en conformité avec le droit communautaire, qui lui-même, bien entendu, n'a qu'une vision partielle des choses. Nous voici donc réunis pour cette audition conjointe qui, je le répète, est dans la droite ligne de nos précédents travaux. 6 intervenants. Madame Delphine Damarzit, chef du service du financement de l'économie, donc c'est vous qui financez l'économie, naturellement, à la Direction générale du Trésor. Monsieur Denis Baud, directeur général des opérations à la Banque de France. Je suppose que l'on reconnaîtra à la Banque de France l'indépendance de son statut, la neutralité de ses appréciations, en particulier techniques. La Banque de France est placée institutionnellement en tant que telle et que membre de l'eurosystème dans cette position d'indépendance. Monsieur Jean-Baptiste Carpentier, directeur du service traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. En d'autres termes, TRACFIN. Or, bien entendu, quand une chose circule qui n'est pas tout à fait de l'argent tout en étant, en y ressemblant, mais selon des modalités innovantes, bien sûr, on ne peut que penser au risque de dérapage, de camouflage, d'utilisation pour toutes les industries du mal qui sont particulièrement fécondes, n'est-ce pas, sur notre planète et qui le seront toujours. Ensuite, absolument. Ensuite, M. Jean-Michel Cornu, qui est le directeur scientifique de la Fondation Internet Nouvelle Génération, donc qui nous expliquera ce que cela veut dire et ce que nous pouvons en tirer. M. Jean-Paul Garcia, le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, la DNRED, qui est ici au cœur de ses responsabilités. Et puis, l'opérateur qui va venir, qui a le mérite d'être parmi nous en tant que professionnel et promoteur de ces mécanismes de paiement innovants, M. Gonzague Grandval, président de Paymium SAS. Alors, je vais vous proposer un mode d'organisation qui devrait nous permettre, mes chers collègues, mesdames, messieurs, de rendre le débat interactif et de l'animer tout en utilisant vos présences aux uns et aux autres au mieux du contenu de notre audition. Je vous fais donc la proposition suivante. Je m'apprête à donner la parole successivement à M. Baud pour la Banque de France, à M. Grandval pour l'opérateur, à M. Cornu, qui s'exprimera en termes plus scientifiques et technologiques,
Propos liminaires, et je leur demande de ne pas excéder 5 minutes. Ensuite, le rapporteur général va jouer, avec son efficacité habituelle, son rôle de sparring partner, si j'ose dire, et puis il va relancer avec des préoccupations, des questions, et il posera ces questions à l'ensemble du panel, mais peut-être aussi aux 3 intervenants de Bercy, qui s'exprimeront ensuite, donc Madame Damarzit, Monsieur Carpentier et Monsieur Garcia, pour respectivement le Trésor, Tracfin et les douanes. Ensuite, débat général auquel les uns et les autres participeront. Alors, pour lancer le débat, je me bornerai à citer un document adressé au Sénat américain en novembre dernier, ce n'est pas vieux, dans lequel la Réserve fédérale estime, sous la signature de M. Ben Bernanke, que les monnaies virtuelles sont prometteuses à long terme pour autant qu'elles deviennent plus sécurisées. Alors, c'est une formule très équilibrée, c'est bien balancé, on ne peut pas en attendre moins d'un banquier central qui ne peut pas apparaître comme hostile à l'innovation tout en étant naturellement soucieux de sécurité. Je souhaiterais savoir si les intéressés sont d'accord avec cette analyse, s'ils pensent que l'essor des monnaies virtuelles est inéluctable, s'il ne s'agit que d'un feu follet sans lendemain, d'une simple expérience qui n'aurait pas vocation à prendre de l'ampleur. En d'autres termes, il faut nous aider à nous situer dans ce monde nouveau. Nous ne pouvons plus, mes chers collègues, faire semblant de gérer tout ce qui est classique et qui ne nous pose pas de problèmes conceptuels, alors que la réalité contourne bien souvent les réglementations, la fiscalité, les régulations financières, et que la course est sans fin, en quelque sorte, enfin, sinon entre les gendarmes et les voleurs, mais en tout cas entre les entreprises qui font la vie économique et les autorités publiques qui s'efforcent d'apporter un cadre de sécurité, de rationalité et d'équité à l'ensemble des agents économiques. Alors, ayant ainsi posé en quelque sorte le décor, je me tourne vers M. Denis Baud, directeur général des opérations à la Banque de France. De quoi s'agit-il? Est-ce que ça vous soucie? Quelles sont, si oui, vos préoccupations? Quels sont vos conseils à la représentation nationale? Merci de bien vouloir vous exprimer sans détour. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir convié la Banque de France à cette audition conjointe dédiée aux enjeux relatifs à ce que l'on appelle communément les monnaies virtuelles, dont le Bitcoin est sans doute l'exemple le plus connu du grand public. Avant de traiter directement les questions qui ont été posées par Monsieur le Président, je voudrais souligner en introduction que le terme de monnaie ou de moyen de paiement appliqué au Bitcoin est largement un abus de langage pour des raisons à la fois économiques et juridiques. En effet, selon une définition économique généralement admise, la monnaie est un actif qui remplit 3 fonctions: d'unité de compte, d'instrument d'échange et de réserve de valeur. Les bitcoins et les autres dispositifs similaires ne répondent que très partiellement et imparfaitement à cette définition de la monnaie. En effet, s'ils fournissent une unité de compte, d'une part, leur fonction d'échange est limitée aux seuls commerçants, principalement sur Internet,
ayant pris volontairement l'engagement qu'ils peuvent remettre en cause à n'importe quel moment d'accepter les bitcoins en règlement des biens et des services, et d'autre part, leur fonction de réserve de valeur est pour le moins incertaine. Leur convertibilité en monnaie ayant cours légal est aléatoire et leur valeur très fortement variable. En outre, l'émission et la gestion de bitcoin ne relèvent pas du champ des moyens de paiement reconnus par notre code monétaire et financier et régulés à ce titre. Ils ne relèvent pas en particulier de la monnaie électronique, à laquelle on pourrait être tenté de les assimiler, car ils ne sont pas émis contre la remise de fonds. Ils ne bénéficient pas de ce fait d'une garantie de remboursement au pair dans la monnaie qui a cours légal, c'est-à-dire l'euro émis par les banques centrales de l'eurosystème, ou dans les monnaies de banque qui lui sont strictement liées, c'est-à-dire celles émises par les institutions bénéficiant d'un statut d'établissement de crédit ou d'émetteur de monnaie électronique. Toutefois, du fait de l'apparition de plateformes permettant l'achat et la vente d'unités de compte virtuelles comme le bitcoin contre de la monnaie ayant cours légal ou reliée à celle-ci, un nombre croissant d'utilisateurs peuvent acquérir ces unités de compte virtuelles. De plus, du fait de la faiblesse du coût d'utilisation de ces unités de compte virtuelles, certains pourraient être tentés d'y voir une alternative attractive aux monnaies et moyens de paiement dont l'émission et la gestion est régulée, en particulier pour régler des transactions sur Internet. Une telle perspective ne peut laisser indifférent une banque centrale comme la Banque de France, chargée par le législateur de s'assurer de la sécurité des systèmes et des moyens de paiement, car elle pourrait conduire à une fragilisation de notre système de paiement sous l'effet du développement des dispositifs les moins-disants en matière de sécurité, source de risques pour leurs utilisateurs et pour notre économie de façon plus générale. Donc la sensibilisation des utilisateurs de monnaies virtuelles comme les bitcoins aux dangers associés à leur utilisation est particulièrement nécessaire et importante. C'est pourquoi la Banque de France a, comme d'autres banques centrales et autorités publiques en Europe, en Asie et aux États-Unis, publié le 5 décembre 2013 un document dans lequel elle souligne en particulier deux de ces dangers. Le premier est que, de par leur caractère anonyme, les monnaies virtuelles comme le bitcoin peuvent être utilisées pour contourner les règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Je ne développerai pas ce point, je pense que d'autres intervenants aujourd'hui, ce matin, le feront. Le second danger est financier pour leurs détenteurs, et cela pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'aucune autorité ne veille à la mise en place des conditions nécessaires pour assurer la sécurité des coffres-forts électroniques qui permettent le stockage des unités de compte virtuelles telles que les bitcoins. Dans ce contexte, les détenteurs n'ont aucun recours en cas de vol de ces unités de compte par des pirates informatiques. Deuxième raison, c'est que la convertibilité en monnaie ayant cours légal, qui est nécessaire pour tirer les bénéfices d'une spéculation sur l'évolution de leur valeur, n'est pas garantie. Ainsi, les investisseurs ne peuvent récupérer leurs gains que si d'autres utilisateurs désirent acquérir les unités de compte virtuelles. Le système peut donc à tout moment s'effondrer lorsque les investisseurs veulent dénouer leur position, mais se trouvent détenteurs d'avoirs devenus illiquides. Un commerçant ne pourra donc pas accepter de manière significative les paiements en unités de compte virtuelles sans s'exposer à des risques substantiels de liquidité, financiers, opérationnels. Il en est de même pour les consommateurs. En outre, ces derniers, qui disposent, en réglant leurs transactions en euros, des garanties associées aux moyens de paiement couverts par la directive concernant les services de paiement, notamment le remboursement en cas de paiement non autorisé, ne peuvent bien évidemment pas se prévaloir d'une garantie équivalente dans le cas d'utilisation des monnaies virtuelles. Donc, je voudrais, pour conclure mon intervention, souligner que cette prise de conscience des caractéristiques et des dangers liés à l'utilisation des monnaies virtuelles, qui n'en font pas de parfaits substituts à la monnaie légale et aux moyens de paiement scripturaux, apparaît d'autant plus nécessaire qu'il existe aujourd'hui des solutions, non seulement sûres, mais également efficaces de paiement sur Internet. Et je rappellerai à ce titre les efforts entrepris en France pour renforcer la sécurité des paiements par carte sur Internet, par la mise en œuvre de dispositifs d'authentification renforcés, sous l'impulsion notamment de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement,
effort relayé désormais au niveau européen par le projet de révision de la directive sur les services de paiement et les recommandations du Forum européen sur la sécurité des moyens de paiement, qui s'appelle SecurPay. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Permettez-moi, en m'exprimant comme Monsieur Tout-le-Monde, de vous poser une question toute simple, peut-être un peu fruste, mais à laquelle peut-être vous pourriez tâcher de répondre par oui ou par non. Est-ce que le Bitcoin, c'est de la fausse monnaie? Je répondrai par oui ou par non? Pardonnez-moi, je vous provoque un peu. Ça n'est pas de la monnaie, je répondrai à... Ah, voilà, ce n'est pas de la monnaie. Donc dès lors que ce n'est pas de la monnaie, ça ne peut pas être vrai ou faux. La notion de fausse monnaie voilà. a une connotation très particulière. Oui. Donc, pour ça que je ne veux pas utiliser cette expression, mais ça n'est pas de la monnaie. C'était le premier point de mon intervention, au sens où on la définit habituellement. Merci infiniment de vous être prêté au jeu. Alors, je me tourne vers Monsieur Grandval. Vous êtes un expert, praticien de cette chose, n'est-ce pas, que l'on ne va pas nommer, qui n'est pas de la monnaie, mais qui circule, qui semble-t-il se développe. Et la société que vous avez fondée, Paymium, est une des premières start-up françaises qui élabore des solutions de paiement en Bitcoin. Donc, pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe, nous apporter votre vision de ce sujet? Alors, est-ce un marché porteur? Est-ce une niche en termes de développement du secteur numérique? Est-ce que c'est vraiment un levier essentiel? Est-ce que cette chose va être créatrice d'emplois? Comment mesurer tout cela? Les agents dans les transactions, y trouveront-ils leur compte? Enfin, est-ce que vous pouvez nous aider, sinon à toucher cette chose qui est par définition virtuelle, mais du moins à essayer de comprendre ce qu'elle est réellement et si elle est vertueuse ou vicieuse, ou les deux à la fois, comme sans doute chacun d'entre nous. Alors allez-y. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, je vous remercie pour votre invitation. Dans les 5 minutes qui me sont imparties au démarrage, je vais essayer de vous présenter ce qu'est Bitcoin, et pas forcément les avantages, les opportunités, mais vraiment ce qu'est Bitcoin de notre point de vue. Je n'ai pas pu projeter ma présentation, donc vous avez normalement des documents qui vous ont été remis. Je vous propose qu'on les passe assez rapidement, puisque 5 minutes, le délai est assez court. Alors Bitcoin, effectivement, ce n'est pas une monnaie. Bitcoin, c'est avant tout une technologie. Et Bitcoin, c'est une technologie qui est libre et qui existe depuis plus de 5 ans maintenant. Elle a été spécifiée en 2008 et mise en activité en 2009, en janvier 2009. Bitcoin, c'est une technologie, et plus précisément, c'est un protocole. Ce protocole technique définit 2 choses. À la fois, un réseau de transactions sur Internet, complètement décentralisé, peer-to-peer et open source. Ce sont des mots à la mode et techniques, mais qui ont des implications très importantes. Et en même temps, Bitcoin, c'est l'unité de compte qui circule sur ce réseau. Je ne parle pas de monnaie, où on en parlera après de façon plus rapide, en disant que c'est une monnaie électronique peut-être, même si ça n'a pas la définition légale d'une monnaie électronique. C'est une unité de compte qui circule sur ce réseau. Parler de Bitcoin en ne parlant que de l'unité de compte, c'est oublier la moitié du sujet, qui est le réseau de transactions électroniques. Et Bitcoin est d'ailleurs défini ainsi, comme un système de paiement électronique. Ça n'a jamais été défini comme une monnaie. C'est un système de paiement électronique. Ce système a de la valeur pour 2 raisons. D'une part, le réseau existe aujourd'hui avec un nombre d'utilisateurs important, avec une puissance de calcul informatique distribuée très importante, avec une résilience forte et une sécurité qui s'accroît de jour en jour. Face à ça, une des caractéristiques de l'unité de compte Bitcoin, c'est qu'elle est émise en quantité limitée. Ce qui fait de Bitcoin une unité de compte rare qu'on pourrait assimiler à une action d'un réseau Bitcoin, qui est un réseau libre. On est là face à un statut un peu hybride de cette unité de compte. Sur la slide 2, je vous présente ici la façon dont sont opérés les paiements électroniques.
Le système que vous voyez en haut à gauche, c'est un système à 4 coins qui est le système de fonctionnement des paiements électroniques de manière classique par carte bancaire, faisant intervenir un marchand et un porteur, et au-dessus d'eux, la banque du marchand et la banque du porteur. Ce système de paiement est fondé sur le prélèvement du montant à payer sur le compte du porteur. Cette mécanique est celle qui implique aujourd'hui un certain nombre de fraudes au paiement par carte, puisque pour tout type de paiement, je suis obligé de révéler l'ensemble de mes informations bancaires de paiement pour procéder à un quelconque paiement. Qu'il soit de 5 € ou de 1 000 €, je vais livrer les mêmes informations. Après, je dois faire confiance au système et aux garanties qu'il apporte pour que seul le montant du paiement soit prélevé et une seule fois. Le système a trois éléments que vous voyez. C'est un système de paiement privatif de type American Express, où American Express est à la fois le prestataire du marchand et du porteur. On n'a pas deux banques dans ce cadre-là. Et enfin, on a les systèmes qu'on appelle de pair à pair. Aujourd'hui, souvent galvaudés, puisqu'on parle généralement de pair à pair pour des systèmes privatifs, donc avec un tiers de confiance. Bitcoin est la première instanciation d'un réseau véritablement de pair à pair, sans tiers de confiance au milieu, la confiance étant distribuée à l'ensemble des participants au réseau. J'approfondis pas, j'ai pas beaucoup le temps. Je ne passe pas sur les slides 3 et 4 qui décrivent comment sont réalisées des transactions sur le réseau Bitcoin. Je voudrais simplement souligner que le protocole Bitcoin étant un protocole libre, l'ensemble de la technologie appliquée est auditable par tout le monde. Et cela fait 5 ans désormais que tout le monde audite cette technologie et que tout le monde est tombé d'accord pour dire que la technologie était extrêmement sûre et extrêmement vertueuse. Donc, si vous voulez, on pourra, lors d'une autre séance, approfondir ces sujets techniques. Le point d'après présente la vision de Bitcoin d'Eupémium. En tant que technologie innovante, nous assimilons Bitcoin à la même mesure que Internet, l'email ou la voix sur IP. Ces technologies sont des technologies libres qui, en leur temps, ont bouleversé de nombreuses habitudes, qui, en leur temps, ont toutes été décriées. C'est pas surveillé par la NSU, non? Qui sont toutes aujourd'hui surveillées, mais non régulées, car non régulables, car totalement libres, mais toutes surveillées. Bitcoin, aujourd'hui, c'est la première instantiation d'une technologie libre dans le domaine du paiement électronique. Ça n'avait jamais eu lieu jusqu'à présent, et c'est la première fois qu'un protocole technique libre permet de réaliser des transactions de paiement électronique. Ça devrait être un point suffisant pour s'arrêter et considérer que cette technologie est peut-être à l'origine d'opportunités importantes dans le domaine du paiement, comme l'email l'a été dans le domaine des communications ou la voix sur IP dans le domaine des télécommunications. Juste encore... Non, vous n'aviez pas terminé, pardonnez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, comme... Peut-être 2 minutes. Allez-y. Le point d'après, le slide d'après vous présente un certain nombre de moyens de paiement électronique dont vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui. Je citerai PayPal, que tout le monde connaît, et aujourd'hui en France naissent de nombreux moyens de paiement électronique à l'initiative de banques, tels que Paylib ou d'autres systèmes de paiement. Tous ces systèmes de paiement ont un point en commun, c'est le slide d'après, c'est qu'ils sont tous privatifs. Aujourd'hui, si vous êtes un porteur d'un moyen de paiement PayPal ou un porteur d'un moyen de paiement Byster par les opérateurs télécoms ou Paylib par 3 banques, vous ne pouvez pas vous payer les uns les autres. Vous parlez la même monnaie, vous êtes dans le même pays avec les mêmes opérateurs technologiques, des banques communes qui dialoguent ensemble, mais vous ne pouvez pas, avec ces moyens de paiement, échanger les uns avec les autres. C'est ce qui génère aujourd'hui un accès très limité à ces moyens de paiement et un développement visiblement voué à l'échec. Il y a 30 ans, en France, a été créé le groupement carte bancaire, qui a eu un mérite unique dans le monde entier, c'est de développer l'usage de la carte bancaire en France grâce à l'interbancarité et au fait qu'on ne se pose pas la question aujourd'hui, en étant client d'une banque, avec une carte, et lorsqu'on va chez un marchand qui est dans une autre banque, de savoir si on va pouvoir payer chez lui. C'est ce qui a permis carte bancaire. Aujourd'hui, réaliser un groupement carte bancaire dans le cadre des moyens de paiement électroniques serait un effort insurmontable pour qu'il soit réalisé à l'échelle au moins européenne, sinon cela n'aurait pas de sens. Pour
promouvoir l'interopérabilité des moyens de paiement, il faut s'adosser sur des technologies, et libres qui plus est, pour que tout le monde soit d'accord sur la technologie qui est utilisée. Bitcoin peut être cette technologie, et donc nous le considérons comme une passerelle et comme un moyen d'interopérabilité entre les moyens de paiement au bénéfice des porteurs et des marchands, et donc indirectement des banques et des tiers de confiance sur les systèmes de paiement qui vont pouvoir construire des solutions adossées à ce protocole. Pour finir, je vais passer directement au dernier slide qui présente Bitcoin Central. Bitcoin Central est le cœur de notre activité aujourd'hui chez Paymium. Il s'agit d'une place de marché sur laquelle des acheteurs et des vendeurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, peuvent acheter ou vendre des bitcoins, faisant de Bitcoin Central une passerelle de paiement entre les euros et le réseau Bitcoin, et inversement. Cette place de marché fonctionne en partenariat avec un établissement de paiement, qui est un organisme agréé par la Banque de France, qui pourra nous en parler peut-être tout à l'heure, autorisé à exercer des activités de paiement électronique. Pour notre part, il réalise la tenue de compte de nos clients en euros, dans le respect des règles prudentielles de connaissance des clients, et avec donc une connaissance du client très forte dès le premier centime d'euro sur chacune des transactions. La sécurité chez Bitcoin Central est un point majeur, et nous pratiquons une politique de stockage des bitcoins de nos clients à 100% hors du réseau. C'est un point un petit peu complexe qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Et enfin, notre territoire pour Bitcoin Central, c'est l'Europe. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché français. Le marché Bitcoin, il est majoritairement américain. En Europe, il est majoritairement nord-européen. Force est de constater qu'en France, il est le moins développé des pays européens, ou presque. Donc il est de notre devoir, et c'est un enjeu important pour nous, de développer notre activité partout en Europe pour faire émerger un acteur européen majeur dans le domaine du paiement électronique de demain, qui s'appuie sur une réglementation française et européenne depuis l'origine. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette présentation. Puis-je également vous poser deux questions très simples, appelant des réponses très brèves. Première question, a-t-on une idée du volume des transactions annuelles en France sur cet instrument? Alors, nous avons une idée, nous, en tant qu'opérateurs de l'activité sur notre place de marché. En revanche, il est difficile d'estimer le volume d'activité en France à proprement parler. Donc ça, je n'aurai pas de chiffres. Ce qu'on peut dire, c'est que les acteurs, les porteurs français ou les utilisateurs français de Bitcoin ne sont pas cantonnés à un usage en France. Aujourd'hui, ils l'utilisent majoritairement sur des pays étrangers. En revanche, on assiste de plus en plus à un intérêt croissant des marchands français. OK. Deuxième question, toujours réponse très simple, très claire, lapidaire. Vous nous parlez de Bitcoin central, de l'architecture du système, du réseau. Il y a sans doute des moyens puissants qui permettent à tout cela de fonctionner. Ça appartient à qui? Ça rapporte à qui? C'est déclaré où? Alors, le système n'appartient à personne d'autre qu'à tous ses utilisateurs. Le système email n'appartient à personne. Le système Bitcoin n'appartient à personne, il appartient à tous ses utilisateurs. Et donc, la valeur du réseau, comme je le disais tout à l'heure, elle est uniquement fondée sur le nombre d'utilisateurs et l'usage qu'ils font de ce réseau. Enfin, ça appartient à personne, mais quand même, les profits appartiennent aux grands opérateurs internationaux qui utilisent ces canaux. Alors, et ça, ce n'est pas du bénévolat. Les profits liés au réseau Bitcoin à proprement parler viennent uniquement servir les processeurs du réseau Bitcoin. Ce sont des profits internes au réseau. En revanche, sur ce réseau se construisent des activités commerciales comme la nôtre, qui effectivement ont vocation à générer des profits dans leurs activités. Mais le réseau Bitcoin, de façon autonome, génère des profits exclusivement au bénéfice des processeurs du réseau, qui sont des pairs dans le réseau pair à pair. Merci beaucoup d'avoir bien voulu jouer le jeu. Je me tourne à présent vers Monsieur Cornu. Vous êtes directeur scientifique de la Fondation Internet Nouvelle Génération, laquelle est un think tank, un cercle de réflexion, de recherche, qui réfléchit sur les transformations numériques. Et dans ce travail, vous faites participer de nombreux acteurs publics et privés. Alors, de votre point de vue, est-ce que tout ça
est important ou anecdotique, structurant ou non? Y a-t-il péril? Y a-t-il chance? Dans quelle proportion? Merci, Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, merci de m'accueillir. Alors, depuis 3 ans à peu près, nous avons fait un travail sur ce qu'on a appelé l'innovation monétaire avec 160 personnes donc, qui sont des banquiers, des économistes, des innovateurs ou de simples citoyens. Et nous avons cherché à comprendre quelles étaient effectivement les opportunités et les risques. Le biais que je vais prendre est celui de l'innovation, c'est-à-dire que nous créons actuellement de la valeur par l'innovation.